Benjamin Glaise, Judith Belair. Il est 9h21 sur Sud Radio et le petit déjeuner de l'actualité continue avec Brigitte Fanny Cohen, journaliste spécialiste des questions médicales et qui sera ensuite rejointe par le professeur Stéphane Droupi, qui est urologue spécialiste de l'infertilité et du chef du service d'urologie du CHU de Nîmes. Alors vous venez de sortir un livre tous les deux chez First Edition qui s'appelle Demain tous infertiles. Bienvenue. Avec un point d'interrogation. Avec un point d'interrogation, bien sûr. C'est vrai que j'ai fermé la phrase. Ces éditions First, et effectivement, ce point d'interrogation, il prend toute son importance dans ce livre. En tout cas, dans cet ouvrage, on part d'un constat clair et évident, c'est que la fertilité des hommes est en baisse. C'est un phénomène récent, inquiétant, massif. C'est un phénomène assez récent dans la mesure où beaucoup d'études ont commencé dans les années 70 jusqu'à les années 2010. Et dans cet intervalle de temps, donc une quarantaine d'années, toutes les études, il n'y en a pas une ou deux, il y a énormément d'études scientifiques qui montrent que dans cet intervalle de temps, 40 ans environ, la quantité de spermatozoïdes a chuté quasiment de moitié, et pas simplement la quantité mais aussi la qualité des spermatozoïdes. Juste un chiffre un peu marquant, dans un millilitre de sperme, il y avait dans les années 70 99 millions de spermatozoïdes. Aujourd'hui, le chiffre est divisé par 2. C'est incroyable, c'est une baisse incroyable. Alors vous êtes beaucoup intéressé auparavant à la question de l'infertilité chez les femmes. Oui. Là, vous avez fait le choix de parler de celle des hommes, qui est peut-être une question plus taboue, finalement. C'est ce que vous avez constaté ? Effectivement, donc c'est vrai, il y a longtemps, j'ai écrit un livre sur la PMA, l'assistance médicale à la procréation, mais vu du côté féminin. Ouais. Et notamment, je parlais des effets secondaires, des traitements qui, à l'époque, n'étaient pas du tout connus des femmes et des couples. Mais je me suis rendu compte que les hommes aussi ont une souffrance incroyablement forte par rapport à cette infertilité, qui reste un sujet tabou. Ouais. Et il faut savoir que, malheureusement, quand on leur annonce les résultats de leur spermogramme, pour ces hommes que j'ai interviewés, dont les témoignages sont dans ce livre, on leur annonce souvent par un coup de fil, le laboratoire téléphone, et tout à coup, la terre s'effondre sous leurs pieds, c'est-à-dire on leur dit dans votre spermogramme, monsieur, il y a 0 spermatozoïde, donc eux, ils entendent avec leur femme, vous aurez 0 enfant, ou on leur dit, vos spermatozoïdes sont morts, ils se disent, inconsciemment, les enfants que nous aurions pu avoir sont morts, ils s'assimilent à leurs résultats d'analyse. 0, c'est nul, donc je suis nul. Ils confondent encore virilité et infertilité. Et ils se disent, à quoi bon faire l'amour si je ne peux pas faire d'enfant ? Donc il y a quand même un choc énorme, une blessure narcissique énorme chez ces hommes, et une souffrance vraiment, bien sûr, partagée par la compagne, une souffrance du couple, mais vraiment une souffrance de l'homme. Mais parce que dans l'histoire, finalement, c'est assez récent qu'on puisse parler de la question de l'infertilité chez les hommes. On avait plutôt tendance à pointer du doigt dans les siècles passés les femmes dans ces problèmes-là. On laissait, c'est vrai que l'histoire montre qu'on laissait grosso modo la faute de l'infertilité à la femme. C'est ce que montre l'histoire. L'infertilité de l'homme, on n'en parlait pas du tout. Et même, il fut un temps où, on raconte quelques anecdotes dans ce livre avec le professeur Stéphane Droupi, il fut un temps où quand un homme était infertile, on envoyait, bien sûr, on ne parlait pas de l'infertilité de l'homme, on dit que c'était la femme qui devait aller, par exemple, faire une cure quelque part. Et qui allait en fait se faire engrosser, c'est ça ? Exactement. Par exemple, il y avait des soldats pas loin, ou alors elle allait dans un monastère faire une retraite, et puis là il y avait quelqu'un, c'était magique, elle revenait enceinte. C'était un peu magique, mais il y avait un géniteur sur place, et elle revenait quelques jours ensuite enceinte. Alors dans ce livre, vous parlez de tout ce qui peut toucher ou avoir un impact négatif, notamment sur la question de cette fertilité des hommes, et on apprend que sur le mode de vie, en fait, beaucoup de facteurs peuvent finalement faire diminuer la qualité, la mobilité des spermatozoïdes en fait d'un homme, et avoir un impact très fort. Oui, et je crois que c'est ce qui est un peu nouveau aujourd'hui, c'est cette question du mode de vie. C'est-à-dire que il y a dans notre environnement des éléments qui sont nocifs pour la fertilité, aussi bien de la femme que de l'homme, et en particulier de l'homme.
énormément de choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais voilà, il faut que les hommes sachent que déjà il y a des toxiques à éviter quand on veut avoir un bébé, qu'on a des difficultés. Alors évidemment, il y a des hommes qui ne seront pas du tout handicapés par le fait de fumer, du tabac ou du cannabis ou boire de l'alcool, mais il y a des hommes chez qui ça va jouer, hein, et ces toxiques ont une action vraiment nocive sur le sperme, la quantité et la qualité des spermatozoïdes. Il y a bien évidemment dans notre mode de vie, et c'est ce qu'on a découvert ces dernières années, c'est la présence des perturbateurs endocriniens. Oui. Hein, ce sont des substances... dont on est au tout début justement de cette connaissance, de savoir quelles conséquences ça peut avoir sur la fertilité des hommes comme des femmes, évidemment. Oui, on voit que ce sont des substances qui perturbent le système hormonal, hein, soit qui contre l'action des hormones, soit qui imitent l'action des hormones, mais au final, qui vont perturber le système hormonal et donc la fertilité des hommes. Et on a beaucoup parlé, par exemple, du bisphénol A, qui a été interdit, par exemple, voilà, dans l'étiquette caisse, le revêtement des canettes, des biberons, etc. Mais il y en a beaucoup d'autres, des perturbateurs endocriniens, en fait. Tout notre environnement, peut-être la table là que je suis en train de toucher, peut-être qu'elle a un vernis qui contient un perturbateur endocrinien. Il y a des pesticides qui sont des perturbateurs endocriniens. On s'en sort pas, quoi, en fait. Des cosmétiques, la crème qu'on se met sur le visage, peut-être, voilà, est-elle dans sa composition, a-t-elle un perturbateur endocrinien? Donc il y a comme ça des centaines de milliers de produits de consommation courante, et il faut effectivement que les hommes qui ont une infertilité, que peut-être hier on aurait dit qu'elle était inexpliquée ou psychologique, peut-être en fait, ils doivent faire, ces hommes-là, attention à leur mode de vie. Voilà, c'est ce qu'on leur montre dans ce livre. Il y a une question aussi sur la sédentarité, le fait de faire du sport aussi, de bouger, ça c'est important aussi pour pouvoir éviter d'avoir ces phénomènes d'infertilité. Oui. Effectivement, ce mode de vie, c'est aussi aujourd'hui, c'est dénoncé de partout, hein, c'est le surpoids, c'est la sédentarité. Et ben, la sédentarité, ça a été montré par des études, elle a un impact négatif sur les spermatozoïdes et donc sur la fertilité. Vous nous appelez bien sûr au 0826 300 300 pour agir avec notre invité. Judith, on file au standard justement. Oui, on file au standard et on retrouve Laurent qui nous appelle de Montpellier. Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour. Bonjour Laurent, vous vouliez réagir justement à cette conversation et au problème de fertilité. On vous écoute. Exactement. En fait, moi je suis pas touché directement, mais dans mon entourage, il y a des gens qui sont touchés et je trouve que c'est un problème assez tabou encore aujourd'hui et le livre est essentiel. Je vous félicite pour cette enquête. Merci beaucoup Laurent. Néanmoins, j'aurais une question. Alors moi, en fait, dans mon entourage proche, il y a 4 couples d'amis qui sont touchés par ce problème-là, et il y a donc on a mis longtemps à apprendre que c'était l'homme qui était en cause dans le couple pour ces problèmes d'infertilité, et ils ne l'ont jamais avoué directement, et ils ont même, il y en a 2 avec qui j'ai pu discuter ensuite qui ont avoué ne pas vouloir d'enfants par d'autres biais, si ce n'est naturellement. Donc ils auraient renoncé à une certaine paternité naturelle si on ne les avait pas aidés via un régime adapté, une hygiène de vie également autre, parce qu'ils étaient très portés sur la viande, sur l'alcool et sur le tabac. Et donc ma question était donc axée vers que ne sous-estimez-vous pas ce nombre, étant donné que encore chez les hommes qui sont très fiers de la paternité, de tout ce côté macho, ne pensez-vous pas qu'il y a une sous-estimation de la consultation de certains hommes qui ne voudraient pas consulter, refusant même d'être à l'origine du problème? Eh bien Brigitte, Fanny Cohen, justement à ce sujet. Alors vous dites dans le bouquin, 1 couple sur 7 consulte pour des problèmes d'infertilité. Est-ce que c'est sous-estimé ce chiffre-là, comme le demandait Laurent? C'est très difficile d'avoir des chiffres absolument précis, parce que l'infertilité, elle peut exister à un moment
fertilité, voilà. Et puis quelques mois plus tard, à la faveur, vous l'avez dit, par exemple, d'un régime alimentaire, on va faire attention à son alimentation, manger moins de produits transformés, moins de viande grasse, des produits peut-être plus bio, sans pesticides. On peut avoir une amélioration du spermogramme et arriver peut-être seul à faire un enfant sous la couette avec sa compagne. Maintenant, voilà, c'est ce que les études nous disent, un couple sur 7 consulte, et dans un cas sur 2, c'est l'homme qui est en cause dans l'infertilité, alors qu'on pensait, voilà, on l'a dit tout à l'heure, on pensait qu'avant c'était majoritairement les femmes qui étaient responsables de l'infertilité. Ça évolue. Voilà, c'est l'égalité homme-femme. Une question rapidement, Judith. Oui, quand on est avec un homme infertile, Brigitte Fanny Cohen, on fait comment pour l'accompagner? Je veux dire, est-ce que le rôle de la compagne est déterminant? Bien sûr, il est déterminant, d'autant plus que la femme va, elle aussi, par exemple, dans un parcours pour avoir un bébé, et notamment quand il y a une assistance médicale à la procréation, la femme aussi va subir un traitement. C'est ça. Donc, elle va recevoir des hormones, etc. Donc, évidemment, c'est le parcours d'un couple, que ce soit l'infertilité de l'homme ou celle de la femme, c'est le couple au premier chef qui est concerné. Et puis, il faut que la femme, bien sûr, épaule son compagnon, parce que les hommes, souvent, d'abord, il faut dire que l'infertilité, elle tombe sur des hommes plutôt jeunes. Quand ils apprennent qu'ils sont infertiles, ils sont plutôt jeunes, en bonne santé, de procréer, quoi. Et tout à coup, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Et puis, les hommes ont moins l'habitude de consulter que les femmes. Les femmes ont l'habitude d'aller voir leur gynécologue une fois par an, en général. Pour les hommes, c'est difficile, tout à coup, de se retrouver livrés à des blouses blanches. L'habitude. Oui. En tout cas, Brigitte Fanny Cohen, vous restez avec nous. Demain, Tous infertiles, point d'interrogation. C'est votre ouvrage aux éditions First avec le professeur Stéphane Droupi qui nous rejoint dans un instant. Dans le grand matin Sud Radio, et nous sommes avec Brigitte Fanny Cohen et on accueille tout de suite le professeur Stéphane Droupi. Ils sont tous les deux auteurs d'un livre qui dit Demain tous infertiles, point d'interrogation, chez First Éditions. Bienvenue, professeur. Merci, bonjour. Bonjour. Professeur Stéphane Droupi, on le rappelle, urologue, spécialiste de l'infertilité et chef du service d'urologie, andrologie au CHU de Nîmes. On avait un débat avec un de nos auditeurs tout à l'heure sur la question des consultations pour cause d'infertilité. Vous en voyez de plus en plus, vous en accueillez de plus en plus? Oui, on en accueille de plus en plus, et je pense que le livre il est destiné à exactement ce que disait notre auditeur montpelliérain, c'est-à-dire que les hommes ont beaucoup de mal à s'envisager infertiles. Ils ont passé toute leur vie à se protéger, et ils ont beaucoup de mal et de honte quelquefois même à avouer ça et à tenter de changer. Et donc ce livre est vraiment destiné à leur permettre de comprendre et de voir qu'il y a quand même des solutions pour eux, et c'est un vrai problème, clairement. Oui, parce que dans cet ouvrage, alors c'est vrai qu'on a eu une approche un peu plus angoissante en première partie, c'est vrai, avec cette infertilité qui augmente chez les hommes, mais il faut le dire, dans cet ouvrage, vous expliquez un peu toutes ces solutions. Elles sont nombreuses pour lutter contre l'infertilité des hommes. Oui, il y a plein de solutions, et puis il y a surtout la prévention, entre guillemets, c'est-à-dire essayer de s'envisager soi-même possiblement infertile, et de voir les signes, sinon avant-coureurs, en tout cas, de se poser des questions quelquefois sur sa fertilité, pour ne pas arriver trop tard, on va dire, à découvrir ça et avoir du mal à trouver des solutions. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a des solutions qui passent par une consultation chez un urologue. Alors, souvent, vous l'avez dit, nos sociétés ont confié leur production et puis la contraception aux femmes, et donc les hommes sont un peu passifs dans ce phénomène. Et en fait, tout passe souvent par la femme qui va voir son gynécologue, et ce qui explique que quelquefois l'homme soit pris en charge un peu plus tard. Mais aujourd'hui, je pense que les bonnes pratiques médicales font qu'il faut faire la prise en charge de l'homme doit être vraiment faite en même temps que celle de la femme. Voilà, l'idée de consulter en tout cas au plus tôt dès qu'on a un doute. Judith Belair, une question. Oui, professeur Stéphane Droupi, est-ce qu'il existe des cas d'infertilité qui sont totalement non résolvables en fait chez vos patients, et dans ce cas-là, quelles sont les solutions possibles? Alors, si on dit qu'il n'y a aucune solution, il n'y en a pas, mais il y en a effectivement certaines. Il y a certains cas où il y a absolument aucune solution. Ça, c'est logique. Est-ce qu'il y a des cas où finalement, il n'y a pas de possibilité réelle d'avoir d'enfants? En fait, il y a des cas qui vont choquer les hommes, c'est quand leur premier spermogramme, on leur répond qu'il y a 0 spermatozoïdes. Oui. C'est ce qu'on appelle l'azospermie. Et là, c'est de la stérilité ou pas? Alors, vous allez voir, il y a plusieurs possibilités, en fait. C'est-à-dire que
ils ont 0 spermatozoïdes, mais quelquefois leur testicule fait des spermatozoïdes et il est impossible à ces spermatozoïdes de sortir. C'est ce qu'on va appeler une azospermie excrétoire, c'est-à-dire qu'il y a un blocage. C'est ça. Ça peut être un kyste, ça peut être des maladies génétiques par l'agénésie d'une partie du conduit. Ça, on va pouvoir aller chercher les spermatozoïdes chirurgicalement, les congeler et ensuite on va pouvoir faire des FIV avec ça. Donc c'est une situation qui paraît insoluble au début et puis qui va trouver sa solution parce qu'en fait, grâce à l'AMP, grâce aux techniques d'aide médicale à la procréation, on va réussir à faire un bébé en prenant toutes les précautions. Parce que certaines de ces maladies peuvent être génétiques. Et puis il y a les cas où on va dire c'est le testicule qui ne fait pas de spermatozoïdes. Il y a des causes génétiques, il y a des causes qu'on ne connaît pas. Et dans ces cas-là, soit on a la chance d'arriver à en trouver un sous microscope, un ou deux qui traînent, et puis on va réussir à faire vraiment une ICSI, ce qu'on appelle une ICSI, c'est-à-dire une insémination directement dans l'ovocyte de ce spermatozoïde qu'on a trouvé par chance. Soit quelquefois, malheureusement, il y a 0 solution puisque il y a aucun spermatozoïde qui est produit. En tout cas, c'est incroyable ces témoignages que vous avez dans cet ouvrage d'hommes qui effectivement font leur spermogramme, n'ont pas de spermatozoïdes à ce moment-là, et on trouve quand même, on arrive à trouver une solution comme vous l'indiquez sur cet exemple-là. On va aller au standard 0826 300 300. Vous nous appelez avec une auditrice qui est avec nous. Judith. Oui, on reçoit Corinne qui nous appelle du Vaucluse. Bonjour Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour à tous. Alors Corinne, oui pardon, vous avez eu recours à une fécondation in vitro, hein, c'est ça? Oui, il y a plus de 30 ans maintenant. Justement, je suis passée dans les services à Nîmes à l'époque parce que c'était l'endroit où on nous faisait les spermogrammes. Donc je rejoins un petit peu ce que le docteur disait, c'est que effectivement à l'époque ça vous tombe dessus, c'est un peu une catastrophe parce que du coup l'homme en général il vivait parce que là c'était le cas. On lui disait que le spermogramme était vraiment en dessous, c'est-à-dire je crois que c'était 5 millions. Et alors, sachant, je crois, dans mon souvenir, qu'il faut peut-être presque, il me semble, dans les 80 millions, peut-être pour avoir la chance, peut-être, d'avoir un enfant. Et il se trouve que la fécondation, suite aux examens, on a quand même tenté la FIV. Et ça a marché, ça a si bien marché qu'il y a eu 3 ovocytes. Enfin voilà, l'histoire était en route. On a eu un enfant. Et quand même, avec 5 millions, 5 ans après, nous nous sommes retrouvés, je me suis retrouvée enceinte avec un autre enfant naturellement. Et là, quand j'ai posé la question à mon gynécologue en me disant mais comment se fait-il, il me dit écoutez, là pour le coup, on n'a pas d'explication plausible. C'est la vie. C'est la suite. Peut-être que j'avais à ce moment-là, moi, déclenché le mécanisme et mis en route peut-être un mécanisme où on l'a mis à 2 puisqu'on nous trouvait stressés parce que quand on fait X années de rendez-vous chez les spécialistes, etc. Puis qu'on vous dit, vous savez, vous avez peut-être éventuellement, mettez-vous en ligne de mire à l'adoption. C'est vrai qu'il y a 30 ans, et c'est vrai que la science a beaucoup avancé. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait un espèce de grand chemin qui permet aujourd'hui de réaliser tous ces beaux rêves. Mais c'est vrai qu'à l'époque, le deuxième étant arrivé naturellement 5 ans après, ça nous a quand même un peu interpellés. Ça peut être la simulation aussi, on imagine. Oui, aussi, parce que 5 ans après, la stimulation ovarienne était toujours très forte. Ouais. Ça, voilà. Donc, en fait, il ne faut pas se décourager, même avec 5 millions de spermatozoïdes. Je pense qu'il y a encore de quoi faire. La preuve, c'est que ça a marché, que les équipes, à l'époque, c'était encore Montpellier. Et voilà, c'était aussi Montpellier qui gérait aussi tout ça, parce que c'était encore un pôle, et c'est toujours, je pense, mais c'était un pôle important par rapport à des petites villes. Oui. Et ça a super bien marché. Et on ne peut que remercier les équipes qui font tout ça et qui œuvrent et qui font que ça marche. Merci pour ces bons mots, Corinne. Ça fait du bien à entendre. Bonne journée à vous. Oui, justement, on va faire réagir le professeur qui est avec nous, le professeur Stéphane Droupi, sur cette question-là. C'est vrai qu'on nous parle d'une époque il y a 30 ans. En 30 ans, j'imagine que l'assistance médicale à la procréation a beaucoup évolué. Oui, les choses ont évolué. Alors d'une part par l'expérience des équipes, bien entendu, par le fait que il y a des protocoles de stimulation qui se sont affinés pour essayer d'adapter au mieux en fait la stimulation à chaque individu, puisque
on est tous différents, hein, très différents, et notre réaction justement à tous ces médicaments peut être très variable. Et puis est apparue en 94 une solution, notamment pour les hommes qui avaient très très peu de spermatozoïdes, voire plus du tout, dont on parlait tout à l'heure, hein, qui est l'insémination intracytoplasmique, c'est-à-dire que jusque-là, on prenait des ovocytes et puis des spermatozoïdes, on mettait tout ce monde-là dans une boîte de pétri, dans une étuve, et on attendait de voir ce que ça donnait. Et donc on s'exposait au mauvais fonctionnement des spermatozoïdes de mauvaise qualité, à des ovocytes pas très mûrs, etc. Et c'était la FIV classique, hein, qui marchait bien entendu. Mais pour les causes masculines, quand on a vraiment très peu de spermatozoïdes ou des spermatozoïdes de très mauvaise qualité, on s'est aperçu que grâce à une équipe belge à l'époque, et puis maintenant tout le monde fait ça, hein, on prend un spermatozoïde qu'on va essayer de choisir au mieux. Alors il y a plein de techniques pour le choisir, qu'il ait une jolie tête, qu'il bouge bien, etc. Et on va le mettre directement dans l'ovocyte. On prend pas de chance, comme on dit au Québec, c'est-à-dire que on met directement le matériel génétique du spermatozoïde en contact avec le matériel génétique de l'ovocyte, pour obtenir, même avec peu de spermatozoïdes, des fécondations. Voilà. Ce qui a évolué aussi, justement, au-delà de ça, Brigitte Fanny Cohen, c'est quelque chose qui est assez incroyable dans votre livre. Je ne connaissais pas, mais ce sont les autotests de fertilité. C'est-à-dire qu'on peut soi-même se tester, avoir son propre spermogramme d'une certaine façon, c'est ça ? Alors oui, il existe des autotests. Bon, bien sûr, ça demande. Alors, on peut en faire, mais je pense qu'il faut quand même confirmer les résultats avec aujourd'hui encore un test, un spermogramme en laboratoire. Ouais, en tout cas, c'est vrai. Alors, certains qu'on trouve en pharmacie, d'autres carrément qui sont des applications téléphone. C'est quoi cette histoire ? C'est assez surprenant quand même de se dire qu'on peut en savoir plus finalement sur sa fertilité grâce presque à son téléphone. Finalement, on est dans des nouveaux moyens, finalement, futuristes un petit peu. Effectivement, il y a des applications de toutes sortes. Je pense que parmi les applications les plus intéressantes pour les hommes, ce sont les applications de coaching pour ces hommes qui ont des stérilités ou des infertilités liées au mode de vie. Et c'est, pour moi, aujourd'hui, c'est peut-être les applications qui peuvent être les plus intéressantes pour eux. Un mot pour terminer, on a parlé de ces témoignages que vous mettez à chaque fin de chapitre sur ces hommes qui ont rencontré justement des difficultés, qui étaient infertiles et qui ont réussi à avoir des enfants. C'était l'objectif, c'était important pour vous de mettre en avant ces témoignages-là, de montrer qu'il y avait cet espoir-là en tout cas. Oui, parce que quand un homme apprend qu'il est infertile, comme on le disait, vraiment la foudre lui tombe sur la tête. Enfin, je veux dire, c'est très très difficile à accepter. Mais après, grâce à des prises en charge, quelles qu'elles soient, médicales ou nutritionnelles, liées au mode de vie, même des interventions chirurgicales, comme le disait le professeur Drupi, il y a un parcours possible et il y a un espoir au bout de ce chemin qui est parfois très difficile, il faut quand même le dire, pour certains couples. Ça peut être long, ça peut être très difficile, mais il y a un réel espoir d'avoir un enfant au bout de ce chemin-là. Donc oui, il fallait dire aux hommes, on a des solutions, ne restez pas là avec votre désespoir, il y a des solutions pour vous aider et vous permettre un jour de devenir papa. Et ce qui peut vous aider aussi, c'est ce livre, Demain, tous infertiles. Point d'interrogation, comprendre, prévenir et traiter l'infertilité masculine, donc aux éditions First, avec vous Brigitte Fanny Cohen et le professeur Stéphane Drupi qui était avec nous. Merci à vous et bonne journée. Merci. Allez, le grand matin de Sud Radio continue, la dernière ligne droite, on va rire un petit peu.